Signe-la, maman. C'est juste pour simplifier. À ton âge, tu ne peux plus gérer tout ça toute seule. Sa voix était mielleuse, presque tendre, mais ses yeux ne souriaient pas. Elle avait posé le stylo devant moi comme on dépose une seringue, avec une efficacité propre et calme. Le papier luisait sous la lampe de la salle à manger, une lumière jaune de fin d'après-midi, filtrée par les stores qui rayaient la nappe blanche. Dehors, Bordeaux respirait lentement. Un ciel pâle au-dessus des toits, et la cloche lointaine de Saint-Michel frappait sans conviction. Dans la pièce, le monde s'était rétréci à une ligne de signature, une encre bleue, et le souffle de ma belle-fille, procuration, m'avait-elle articulé, syllabe par syllabe, comme si c'était un mot étranger que je devais apprivoiser. Elle souriait encore, avec cette gentillesse surfaite qu'on réserve aux gens qu'on s'apprête à fouiller. Son parfum, un mélange de vanille et de métal froid, me soulevait le cœur. Mon fils n'était pas là. Il a dû filer au cabinet. Une urgence, avait-elle dit en haussant les épaules, déjà assise à ma table, sur ma chaise préférée, celle près de la fenêtre. Son sac était ouvert, avec un dossier en plastique transparent. Je voyais d'autres feuilles dedans, copies de cartes, relevées, un post-it jaune où son écriture ronde disait « Banque lundi ». Je me souviens d'avoir posé ma main sur la nappe pour la sentir. Elle avait une couture que je reconnaissais les yeux fermés, une cicatrice de fil que j'avais rattrapée un été, quand mon mari était encore là, et que nous organisions de grands déjeuners sous la treille. J'ai passé le doigt sur cette couture pour me rappeler que j'étais chez moi, que cette table était la mienne, que les murs retenaient ma voix. Juste une signature, et je m'occupe de tout, a-t-elle repris, plus douce, les virements, les factures, les petites choses ennuyeuses. Tu sais bien, avec la retraite, les papiers, Internet, tout ça, elle a fait claquer sa langue. Allez, tu me fais confiance, n'est-ce pas? La confiance. Elle prononçait ce mot comme on tend un piège au renard. J'ai baissé les yeux sur le document. Les phrases s'y côtoyaient comme des poissons morts, blafards, serrés. Le mandant confère tout ce pouvoir au mandataire pour gérer, disposer, retirer, signer. Chaque verbe brillait comme une lame. Je me suis surprise à compter les verbes, les gérer, les disposer, les retirer. Je cherchais un protéger quelque part, mais il n'y en avait pas. Les papiers ne protègent jamais une voix qui tremble. Tu sais, ai-je murmuré, parce qu'il fallait remplir le silence. J'ai toujours géré mes comptes. Justement, a-t-elle rebondi, trop vite. Tu l'as fait merveilleusement. Mais maintenant, ça te fatigue. On te simplifie la vie. En. Le pronom m'a heurté. On ce nom de groupe derrière lequel il se cache pour parler à la place de ceux qu'on efface. On va t'aider. On va te soulager. On va te faire une faveur. Je me suis entendue respirer plus fort. J'ai pensé à la clé du buffet qu'elle garde pour ne pas que tu la perdes, au double de mes boîtes aux lettres qu'elle a mis avec ses clés pour être sûre. J'ai pensé à mon carnet vert, le petit, celui où j'écris les dates et les chiffres, rangé dans le tiroir de la commode, sous les torchons. Je me suis demandé depuis quand je me demandais la permission de toucher mes propres affaires. J'ai vu avec la banque, a-t-elle ajouté avec aisance, en tournant une page. Ils ont dit que c'était mieux comme ça. Et puis tu sais, les arnaques, on n'est jamais trop prudent. Une procuration, ça sécurise. Et puis, si tu veux retirer de l'argent, tu n'auras même plus besoin de te déplacer. Je le ferai pour toi. Elle disait pour toi, comme on dit contre toi. Les mots se renversaient à l'instant même où ils sortaient de sa bouche. J'ai pris le stylo. Sa pointe froide a touché mon pouce. La pièce tournoyait un peu, pas beaucoup, juste assez pour me donner l'impression de flotter entre ce que j'avais été et ce qu'on me demandait d'être. Une vieille femme docile, une signature sur pattes, une commodité, une procuration vivante. Alors ma belle-fille a penché la tête, un geste calculé pour cacher ce qu'elle croyait dans ses yeux. J'y ai pourtant lu la hâte, la morsure de l'urgence, le désir que ça se termine vite et bien,
surtout bien pour elle. Tu vois, a-t-elle soufflé, c'est juste là. Ton nom et la place pour signer. On ne change rien, on organise. Il y a eu un moment où l'air s'est retiré comme la marée avant qu'elle ne remonte. J'ai entendu la cuillère dans la cuisine, rester dans la tasse de thé que j'avais préparée pour moi et que je n'avais pas bu. Le thé avait dû refroidir. Une petite peau s'était formée, fragile comme une vérité qui durcit. J'ai senti, sans la voir, l'enveloppe Kraft rester dans le panier de l'entrée, une lettre du syndic pour les charges de la copropriété. Une lettre que je n'avais pas encore ouverte, parce que les chiffres font monter une fatigue dans mes tempes, mais que j'aurais ouverte, comme toutes les autres, depuis 40 ans. Je me suis tenue à cette pensée comme à une rambarde. Et si je ne veux pas, ai-je demandé, si doucement que ce n'était peu, être pas audible. Elle a cligné des yeux, 2 fois, puis a ri sans dents. Ne fais pas ta difficile, c'est pour toi. Ton fils sera soulagé, moi aussi. On t'aime, tu le sais. On veut juste éviter les complications. Le mot complication a glissé sur la table comme une tache d'huile. Je n'ai pas posé le stylo. Je l'ai tourné dans ma main, lentement, comme on tourne une petite pièce qu'on veut peser. Elle a cru que je me décidais. Elle a rapproché le papier, de 2 centimètres peut être assez pour que l'ombre de la lampe glisse sur la ligne. Elle a pointé du doigt l'endroit où mon nom était dactylographié, le nom que j'ai porté toute ma vie et que j'ai défendu à coups d'économie, de lignes de compte, de noms qui n'avaient pas besoin d'être criés pour être clairs. On m'a appris, petite, qu'on signe ce qu'on comprend et qu'on comprend ce qu'on a le temps de lire. Ici, on ne me laissait ni l'un ni l'autre. On me pressait avec de la douceur, ce qui est la pire façon de presser. Mon cœur battait dans mes tempes. Curieusement, je n'avais pas peur. La peur, je la connais. Elle creuse au milieu du torse, elle redescend dans les doigts, elle fait grelotter les dents. Là, non. C'était autre chose. Une espèce de lucidité très blanche, très nette, qui met de l'ordre sans faire de bruit. Je me suis vue de l'extérieur. Petite femme aux cheveux courts, cardigan gris, doigts tachés d'encre, qui tient un stylo au-dessus d'un papier qui va lui ôter son nom. Je n'ai rien signé, ai-je dit. La phrase est sortie entière, comme on décloue une planche d'un seul geste. Elle a levé les yeux, une ombre de surprise, vite remplacée par une moue compatissante, presque offensée. Ne sois pas dramatique. On parle d'une procuration, pas d'une donation. Tu sais faire la différence, j'espère. Je sais faire la différence, ai-je répondu. Et je sais reconnaître la précipitation. Elle a inspiré, fort. J'ai entendu dans sa respiration le bruit sec d'une porte qu'on claque dans sa tête. Elle a changé de tactique en un instant. Je l'ai vue 1000 fois faire ça avec les autres, au téléphone, dans les dîners. Si tu préfères, on peut aller à la banque ensemble demain. Ils t'expliqueront. Ça te rassurera. Non? Demain, j'ai autre chose. Quoi donc? J'ai laissé le silence faire son travail. Les silences bien placés en savent plus long que les phrases. Elle a regardé la pendule, puis le dossier. Elle a étouffé un soupir. Je me suis levée. Lentement. Mes genoux ont craqué. Traîtres intimes qui me rappellent chaque matin ce que le temps pense de nous. J'ai pris la tasse froide. Je l'ai vidée dans l'évier. L'eau a coulé d'un bruit régulier. J'aimais ce bruit, autrefois, quand mon mari lisait son journal et que je lavais les bols du petit déjeuner en pensant à la journée. J'ai posé la tasse et je me suis essuyé les mains sur le torchon à rayures. Je viens de famille où l'on s'essuie les mains avant d'ouvrir une lettre. Quand je suis revenue à la table, elle n'avait pas bougé, mais son visage avait perdu la patience. C'était une figure sûre d'elle, ciselée par une certitude que rien ne freine la certitude d'avoir raison parce qu'on a décidé de l'avoir. Tu sais, tu te poses contre nous. Ce n'est pas raisonnable. On veut juste t'aider. Aider quelqu'un, ai-je dit doucement, c'est d'abord le laisser lire, puis choisir. J'ai remis le stylo devant elle.
Je l'ai remis exactement là où elle l'avait posé, comme on repose une larme pour qu'elle sèche ailleurs. J'ai pris le papier, je l'ai regardé encore. J'ai vu la petite case qui attendait mon nom, j'ai imaginé la trace de mon écriture légère, un peu penchée, qui s'y coucherait docilement. Puis j'ai rassemblé la feuille avec les autres, j'ai glissé tout le paquet dans son dossier transparent, et je l'ai refermé d'un geste lent. Je n'ai pas dit non. J'ai fait mieux. Je n'ai rien signé. Elle s'est levée à son tour. Sa chaise a grincé. Elle a pris son sac, son dossier, son parfum. Elle a mis son manteau. On en reparle demain, a-t-elle annoncé, d'une voix sans contour. Avec ton fils. Demain, j'ai des choses à faire, ai-je répété, et ma voix m'a étonnée par sa clarté. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti la maison reprendre sa forme autour de moi. La lumière a changé, un peu plus dorée, comme si le jour me revenait. Je me suis assise. J'ai ouvert le tiroir de la commode. J'ai sorti le petit carnet vert, celui des dates et des chiffres. J'ai appuyé mon stylo dessus et j'ai écrit la première ligne du dossier que j'allais tenir désormais. Aujourd'hui, 16h20. Elle a voulu me faire signer une procuration. Je n'ai rien signé. Je n'ai pas tremblé. J'ai refermé le carnet, et dans la pièce redevenue silencieuse, une phrase s'est formée, simple et froide, comme un fil qu'on passe dans le chat de l'aiguille. On ne signe pas ce qui nous efface. Avant que les papiers ne s'empilent et que les mots ne deviennent des armes, il y avait la lumière sur les vignes de l'autre rive. Bordeaux, pour moi, c'était d'abord cette odeur. Un mélange de bois mouillé, de terre après la pluie, et du linge qu'on fait sécher sur la corde. Mon mari, Paul, disait souvent que j'étais née pour tenir une maison debout. Il le disait avec admiration, mais je crois qu'il ne mesurait pas à quel point cela pouvait être une malédiction. Nous nous sommes rencontrés en 1969, un été de chaleur et de bruit. Il travaillait alors comme commis de notaire à Pessac. Moi, je faisais la caisse dans une petite mercerie rue du Loup. Il m'avait offert une fois un dé à coudre en argent pour que tu penses à moi quand tu raccommodes le monde. J'avais ri, mais j'ai gardé le dé toute ma vie. Il est encore dans le tiroir, près de mes lunettes de lecture. Nous n'avions pas grand-chose, juste un amour qui s'exprimait en gestes simples. Un café partagé avant le travail, un panier d'œufs achetés ensemble, une marche à la barrière de Bègle le dimanche, puis il y eut la maison, notre première vraie victoire. Une petite maison de plein pied, avec une glycine qu'on a plantée ensemble. J'avais 26 ans, et je croyais que la fidélité était une ligne droite qu'on suivait les yeux fermés. Les enfants sont venus ensuite, d'abord Marc, puis Claire. Deux tempéraments opposés. Marc, solide, réfléchi, prudent, ou du moins, je le croyais. Claire, plus vive, passionnée, trop tôt partie à Paris. Paul et moi avions mis tout notre argent dans leurs études, nos forces aussi. Je tenais les comptes à la main, dans un grand cahier bleu. Dépenses, dettes, remboursements. Paul m'appelait ma comptable du cœur. Il riait toujours, d'un rire rond qui faisait vibrer les verres. Il est mort en 2008, d'un AVC un dimanche de novembre, en rangeant les feuilles mortes. Je me souviens du bruit de la pelle qui est tombée, du silence brutal après. Ce jour-là, tout s'est figé dans une clarté étrange. Depuis, chaque automne me pèse un peu plus lourdement. Les années suivantes ont été celles du rangement et des papiers. Les veuves connaissent ça. Les relevés, les certificats, les signatures, les lettres de la banque, qu'on lit sans comprendre la moitié des mots, mais qu'on signe quand même. Parce qu'il faut, j'ai tout trié, tout classé, comme on prépare un héritage de propreté. Marc venait le dimanche. Sa femme, Élodie, la fameuse belle-fille, ne venait pas toujours. Elle disait qu'elle avait besoin de week-end pour elle. Je ne disais rien. Je cuisinais, j'entretenais la maison, je coupais les roses du jardin. La vie suivait son cours. Puis, il y eut les premières visites plus pressées, les questions déguisées en attention.
Tu vis toujours ici toute seule? Tu veux pas vendre, ça te ferait des sous? On pourrait t'aider à gérer, tu sais. Les papiers deviennent compliqués. Des phrases jetées, en passant, mais qui creusent leur sillon. À cette époque, j'étais encore celle qui disait oui, sans savoir à quoi elle disait oui. Par habitude, par amour, par ce réflexe qu'ont les mères d'arrondir les angles. Paul m'avait laissé une pension correcte et quelques économies bien placées. Rien de somptueux, mais assez pour vivre sans tendre la main. Je pensais que c'était une chance. En réalité, c'était une proie. Marc et Élodie avaient acheté un grand appartement dans le centre, rue Fondodège, grâce à un prêt et à une donation partage que j'avais signé sans lire tous les paragraphes. Leur notaire avait dit « C'est purement administratif, madame ». Paul venait à peine de mourir. J'étais encore à moitié vivante, et on ne lit pas bien quand on pleure. Aujourd'hui, quand j'y repense, je revois la même scène. Une table, un stylo, un document. Déjà à cette époque, on me parlait d'aide, de simplification, de confiance. Ce mot revenait comme une prière inversée. Et moi, je signais, parce que je croyais que l'amour d'un fils était plus solide qu'un acte authentique. Pourtant, il y avait des signes. Je m'en rends compte maintenant, des petites phrases de Paul que je n'avais pas comprises sur le moment. Fais attention, ma douce, les papiers vivent plus longtemps que les promesses. Ou encore, n'oublie jamais de garder un double. J'ai retrouvé ces mots dans un carnet qu'il m'avait laissé, un vieux cahier d'école avec la couverture bleue, rangé dans la malle sous le lit. Entre deux listes de bricolage, il avait écrit, au stylo noir: « Si un jour je ne suis plus là, garde ta signature pour toi. C'est ton dernier toi. » Je ne l'ai relu que récemment. Ce jour-là, dans la cuisine, face à Élodie et son sourire de notaire improvisé, j'ai senti la phrase me remonter comme une flamme. Ma signature, c'est mon toi. C'est sans doute à cet instant que j'ai cessé d'être endormie. Mais avant de devenir la femme qui dit non, j'ai été celle qui préparait les repas pour 3 générations. Celle qui gardait les enfants pendant les vacances, qui faisait les lessives d'Élodie quand elle disait « J'ai pas eu le temps ». Celle qui rangeait les papiers du fils, croyant l'aider, sans imaginer qu'un jour ce serait contre elle qu'on les utiliserait. C'est drôle, la mémoire. On croit qu'elle s'efface, mais non. Elle s'empile comme des couches de poussière, et il suffit d'un geste, un stylo, une phrase pour tout soulever. Le passé revient alors, non pas comme un regret, mais comme une preuve. Ce soir-là, après l'épisode de la procuration, j'ai ouvert une vieille boîte en fer, celle où je garde les photos et les lettres. J'ai retrouvé une image de mon mariage, jaunie. Paul y tenait ma main d'un air fier, devant la mairie de Talence. Sur l'envers, il avait écrit « Ne signe rien sans comprendre ». Je crois que je n'ai jamais compris à quel point il me connaissait. On ne devient pas invisible d'un coup. Ce n'est pas une disparition nette, mais une lente évaporation. Au début, on se sent juste un peu de trop dans la pièce, un peu à côté de la phrase. Puis un jour, on comprend qu'on parle dans le vide. Les premières humiliations, je les ai prises comme des maladresses. Marc et Élodie venaient le dimanche midi enfin, quand ça les arrangeait. J'avais toujours la table prête, la nappe repassée, la soupe chaude. Ils arrivaient souvent en retard, avec un air distrait, les bras chargés de sacs et de téléphones. « Oh, tu as encore fait un pot au feu? C'est mignon, » disait Élodie, comme si j'étais une fillette qui joue à la dinette. Ou bien, « Tu sais, maman, il faudrait te moderniser un peu. Tu devrais vendre ces meubles, c'est trop. Ancien régime. » Elle disait ça, en caressant le buffet hérité de mes parents, celui que mon père avait ciré chaque hiver avec une fierté d'artisan. J'avais envie de lui dire que ce meuble avait survécu à 2 guerres et à 3 déménagements, et qu'il survivrait bien à ses goûts de magazine. Mais je me taisais. Le silence, à cette époque, je le prenais encore pour une forme de sagesse. Je croyais qu'en parlant peu, j'éviterais les conflits. J'ignorais que le silence,
mal compris, devient une autorisation. Puis vinrent les petites phrases perfides, dites sans méchanceté apparente. Marc a beaucoup de charges, tu comprends, il ne peut pas tout faire pour toi. Ou, tu devrais faire un peu de place, ça t'aiderait à respirer. Un jour, elle a même ajouté, à ton âge, on accumule sans raison. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé autour de moi. Chaque objet avait une histoire. La tasse fêlée de ma mère, la nappe en lin brodée par ma tante, le cadre photo avec Paul et les enfants sur la plage du Porge. Tout avait un sens. Tout respirait ma vie. Et soudain, j'ai compris que pour eux, ma maison n'était plus qu'un espace à conquérir. Ils ont commencé à y entrer sans prévenir. Une fois, j'ai trouvé la porte ouverte. J'avais besoin d'un papier. Tu dormais. Je n'ai pas voulu te réveiller. Une autre fois, Élodie a déplacé le fauteuil du salon. Ce sera mieux près de la fenêtre, avait-elle dit. Sauf que c'était mon coin de lecture. Celui où je posais ma tasse de thé à 10 à 7 heures. Toujours la même heure, toujours la même place. Ces détails, ces gestes minuscules, sont des invasions douces, et donc plus cruelles. Il y eut aussi les conversations à table, où je ne comprenais plus les mots. Les sigles, les taux, les placements, les crypto-monnaies. J'écoutais, sans participer. Quand je demandais « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Élodie répondait en souriant « Oh, laisse, ce n'est pas ton époque. Pas ton époque. » 3 mots qui m'ont transpercé. Puis, un après-midi, elle a dit devant Marc « Ta mère, elle est trop gentille. On devrait s'occuper de ses papiers avant qu'un jour elle se fasse avoir. » « Oui, tu as raison. » Athée, il répondit distraitement, sans lever les yeux de son téléphone, comme si je n'étais pas là, comme si je n'avais pas de voix. Je me suis surprise à noter ce jour-là, dans mon carnet vert. Il parle de moi comme si j'étais déjà morte. Et moi, je souris pour qu'il ne s'en rende pas compte. Petit à petit, les visites devinrent des inspections. Tu devrais fermer ton compte postal, c'est inutile. Pourquoi garder la maison? Tu pourrais aller dans une résidence, tu sais, c'est moderne, sécurisé. Je sentais la toile se tisser. Et pourtant, j'essayais encore de justifier, d'expliquer, de comprendre. L'hiver suivant, ils m'ont offert un smartphone. Pour t'aider, disait-il. Sauf que c'est Élodie qui avait configuré tout. Le code, les applications, les messages. Quand je voulais appeler la banque, l'écran me demandait une validation qu'elle seule recevait. Je n'ai rien dit, mais j'ai noté la date. Un dimanche de février, elle a lancé cette phrase en rangeant les assiettes. Tu sais, Marc et moi, on a beaucoup parlé. Il faut qu'on t'aide à anticiper. C'est important à ton âge de prévoir les choses. Quelles choses? Les formalités, voyons. Les comptes, la maison, tout ça. Pour t'éviter le stress. Et elle avait ajouté, d'un ton léger, ce serait dommage que tout parte n'importe où le moment venu. Je n'avais pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Ce n'est qu'en rangeant la table, en ramassant la serviette de Marc sur le sol, que j'ai compris. Elle parlait de ma mort. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le tic-tac de l'horloge sonnait comme un rappel. J'ai pensé à ma fille, Claire, à Paris. Elle ne venait presque plus. Des années sans nouvelles réelles, juste quelques cartes pour Noël, quelques transferts d'argent discrets quand je payais pour ses enfants. Elle, au moins, ne me parlait pas de procuration. Elle m'oubliait ce qui, au fond, était une autre forme d'amour. Celle qui ne cherche rien. Je me suis levée. J'ai allumé la lampe du salon. J'ai regardé autour. La maison me semblait étrangère, comme si elle ne m'appartenait plus vraiment. Tout était encore à sa place. Et pourtant, tout avait changé de propriétaire dans le regard des autres. C'est là que j'ai compris ce que Paul voulait dire. Les papiers vivent plus longtemps que les promesses. Les miennes, je devais les reprendre une à une. Tout a basculé un mardi matin de mars. Une lumière blanche entrait par les rideaux. Le genre de lumière qui annonce le printemps mais vous glace encore les doigts. Je faisais mon café.
tranquillement, quand le téléphone a sonné. C'était la banque. La conseillère, une jeune voix, rapide, polie, me demandait confirmation pour un virement de 9 800 € vers le compte joint de monsieur et madame Delmas. Je me suis tue. Ce nom, Delmas, c'était le leur. Je n'ai rien demandé, ai-je répondu, un silence à l'autre bout, puis un léger froissement de papier, comme une gêne. Ah, dans ce cas, madame, il doit s'agir d'une erreur. Nous avons reçu une procuration signée à votre nom. Le mot procuration m'a traversé comme une gifle. Signée à mon nom. J'ai senti le sang battre dans mes tempes. Pouvez-vous m'envoyer une copie, s'il vous plaît? Elle a hésité, puis accepté, sans savoir que ce simple document allait tout déclencher. L'après-midi même, j'ai ouvert la lettre, une signature la mienne, ou presque, pas la vraie, mais assez ressemblante pour tromper un œil distrait. Légèrement plus arrondie, moins nerveuse, mais posée à la bonne place, avec la bonne inclinaison. Ils avaient osé. Je me suis assise. J'ai senti mes jambes se vider de toute force. J'ai relu encore et encore. Chaque ligne était un vol méthodique, froid. Pouvoir sur les comptes bancaires, retrait, placement, gestion de biens immobiliers, tout ce qu'ils convoitaient, tout ce que j'avais bâti. J'ai pris mon carnet vert, celui où j'avais noté la scène de la procuration. J'y ai ajouté, le 12 mars. Une procuration a été déposée. Fausse. Signature imitée. Preuve envoyée par la banque. Ce soir-là, Marc a appelé. Sa voix était bizarre, tendue. Maman, la banque m'a contacté. Il y a eu un malentendu. Tu as dû signer sans t'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Comme si j'étais une enfant étourdie. J'ai répondu calmement. Non, Marc, je n'ai rien signé. Et j'ai le document. Un silence. Écoute, ce n'est pas grave. Élodie a voulu bien faire. En imitant ma signature? Non mais, c'était pour t'aider. J'ai raccroché. Pas par colère. Par nécessité. J'ai compris, à cet instant précis, que je ne pouvais plus leur confier ni mon argent, ni mon nom, ni même mon temps. Le lendemain, j'ai pris le tram jusqu'à la Cité du Vin, puis un taxi jusqu'à la banque. J'ai demandé à voir la directrice d'agence. Une femme d'environ 40 ans, à la politesse ferme. Je lui ai posé le papier sous les yeux. Elle a pâli. Madame, nous allons bien sûr ouvrir une enquête interne. J'ai acquiescé. Faites. Et bloqué immédiatement tous les accès externes. Je parlais d'une voix basse, mais chaque mot tombait droit. C'était ma manière de reprendre le territoire. Une fois sortie, j'ai marché longtemps le long des quais. Les péniches dérivaient lentement, et dans la vitre des immeubles modernes, je voyais mon reflet, petite, ridée, mais debout. Le soir, Élodie est venue, sans prévenir. Comme toujours, elle a posé son sac, son manteau, et a commencé d'un ton faussement doux. Alors, tu as tout bloqué? Tu sais, ça nous complique la vie, ton refus de collaborer. Ma vie ou la tienne? Elle a levé les yeux au ciel. Oh, arrête ton cinéma. Tu crois que j'ai besoin de ton argent? On voulait juste éviter les problèmes, c'est tout. Je l'ai regardé, longtemps, et puis j'ai dit, tu as falsifié une signature. Tu sais ce que c'est, juridiquement? Elle a blêmi. Tu vas pas faire de scandale pour un papier. Ce n'est pas un papier. C'est mon nom. Elle a voulu rire, mais son rire s'est brisé net. Elle a pris son sac, furieuse. Avant de partir, elle a lancé, d'un ton sec. Tu sais, Marc n'aime pas les histoires. Tu vas te mettre tout le monde à dos. J'ai noté cette phrase aussi. Tu vas te mettre tout le monde à dos. Elle croyait me faire peur. Mais cette fois, c'est elle qui m'avait réveillée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert les classeurs, relu tous les papiers. Factures, testaments, comptes. J'ai ressorti le vieux dossier de donation-partage signé à la mort de Paul. Et là, j'ai vu une clause de réserve que je n'avais jamais remarquée. Le donateur conserve l'usufruit des biens donnés jusqu'à son décès.
Autrement dit, tout ce que j'avais donné restait à moi tant que je vivais. Il pouvait manœuvrer tant qu'il voulait. Juridiquement, il ne pouvait rien vendre sans mon accord. J'ai fermé le dossier et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Leurs griffes s'arrêtaient là où commençait mon nom. Je tenais ma première preuve, ma première arme. Ce soir-là, j'ai écrit sur la dernière page de mon carnet. Ils croient que je suis vieille. Ils oublient que je suis vivante. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans une clarté étrange, comme si tout ce qui, jusque-là, m'avait échappé, prenait soudain forme. Je ne dormais plus vraiment. Je me levais avant le jour, je buvais mon café froid, et je restais longtemps à la fenêtre, à regarder la lumière se poser sur les façades de pierre blonde. Bordeaux, à cette heure-là, était silencieuse, presque fragile. J'y trouvais un écho de moi-même, usé, mais debout. Je ne pleurais pas. Ce n'était plus le temps des larmes. C'était le temps de la lucidité. Chaque matin, j'ouvrais mon carnet vert et je notais les faits, les dates, les appels, les phrases. Je consignais tout. Pas pour me plaindre, pour construire. Paul m'avait souvent répété: la vérité ne se crie pas, elle se prouve. Alors j'ai commencé à prouver. Je me suis replongée dans les papiers, chaque dossier, chaque lettre. Je relisais les contrats, les courriers de la banque, les documents de la maison. Je m'étais toujours crue incapable de comprendre ce langage d'avocat et de notaire. Et pourtant, petit à petit, les mots prenaient sens. Je découvrais que ce monde administratif, que j'avais toujours craint, pouvait devenir mon allié. Un soir, j'ai retrouvé dans une boîte une lettre de Paul, écrite de sa main, quelques mois avant sa mort. Il parlait des enfants, de l'avenir, de moi. À la fin, il avait noté: si un jour on veut enlever ton nom, souviens-toi, il y a toujours un notaire honnête quelque part. Cherche-le. Cette phrase, à cet instant, a tout déclenché. Le lendemain, j'ai cherché dans l'annuaire. Je me suis souvenu d'un nom. Maître Pereiro, un jeune notaire que Paul appréciait. Il avait aidé notre voisin autrefois dans une affaire d'héritage. J'ai noté l'adresse, rue Judaïque. Je me suis promis d'y aller. Mais avant cela, j'ai pris du recul. Je devais comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment, moi qui avais élevé 2 enfants, géré une maison, soigné un mari malade, pouvais être traitée comme une incapable. La réponse tenait en un mot: habitude. L'habitude d'être utile, de dire oui pour éviter les disputes, de se taire pour préserver les liens, de se diminuer pour ne pas déranger. J'ai compris que ma soumission n'était pas de la faiblesse, mais une déformation de l'amour. J'avais confondu servir et disparaître. J'avais cru que la reconnaissance se méritait par la douceur. Mais dans certaines familles, la douceur attire les prédateurs. Je me suis revue, jeune femme, courbée sur la table de la cuisine, additionnant les chiffres des factures pendant que Paul lisait le journal. Je calculais pour 2, pour 3, pour tous. Et maintenant, ceux pour qui j'avais tout additionné voulaient me soustraire. Cette idée m'a glacée, mais elle m'a aussi rendue lucide. Je me suis mise à marcher tous les après-midi, le long du quai des Chartrons. L'air du fleuve m'aidait à penser. Je crois que c'est là, entre l'eau et les pierres, que j'ai pris ma décision. Je ne me défendrai pas par des cris, ni par des reproches. Je me défendrai par la loi, par le calme, par la preuve. Je me suis surprise à prier. Aussi, pas comme avant, pas à genoux, juste en silence, les mains sur la table, les yeux ouverts. Je parlais à Paul, à ma mère, à moi-même. Je disais: aidez-moi à rester droite, à ne pas me salir de colère, à parler sans hurler. Chaque soir, je rangeais les papiers dans une pochette grise. Dessus, j'ai écrit au feutre: dossier vérité. Un mot simple, mais lourd. Je savais que, tôt ou tard, cette pochette deviendrait mon armure, et plus j'avançais dans mes notes, plus je découvrais de petites incohérences, des relevés manquants, des courriers ouverts, des signatures différentes. Tout cela formait un fil que je tirais doucement, sans le rompre.
Le monde s'est rétréci autour de moi. Je voyais moins de monde, mais je voyais mieux les visages, même celui de Marc. Il me téléphonait moins. Quand il le faisait, c'était pour me dire « Tu exagères, maman. Élodie voulait juste t'aider. » Mais dans sa voix, j'entendais autre chose. La peur. La peur qu'un jour, je parle à quelqu'un d'extérieur, un notaire, un avocat, une autorité, quelqu'un qui me croirait. C'est là que j'ai compris. Le pouvoir change toujours de camp le jour où on recommence à écrire. Je n'avais pas encore tout planifié. Je savais seulement que le moment était venu de redevenir propriétaire, non pas seulement de mes biens, mais de mon destin. Je n'étais plus la vieille femme qu'on veut protéger. J'étais la veuve de Paul, la mère de Marc et de Claire, la dépositaire d'une maison, d'un nom et d'une mémoire. Et j'allais m'en servir. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent portait une odeur de lilas. Je me suis dit que le printemps commençait, et que le mien aussi. Il n'y a pas eu de grand plan, ni de vengeance spectaculaire. Seulement une organisation lente, silencieuse, presque administrative, celle d'une femme qui a décidé de ne plus rien laisser passer. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous chez Maître Pereiro. J'avais glissé dans mon sac la procuration falsifiée, mon carnet vert, la lettre de la banque et quelques copies de documents d'identité. En descendant du tram à Gambetta, j'ai senti un calme nouveau en moi, presque froid. Je n'allais pas me plaindre, j'allais exposer les faits. Son cabinet se trouvait dans un immeuble en pierre claire, au 2e étage. Il m'a reçu avec politesse, mais aussi une curiosité sincère. Je lui ai tout raconté. Pas les émotions, seulement les faits, dans l'ordre exact où je les avais notés. Quand j'ai terminé, il m'a dit, après un long silence, « Vous avez bien fait de ne rien signer, madame. Vous êtes plus lucide que beaucoup. Maletanar étonne. » Et il a ajouté, en feuilletant la procuration, « Cette imitation est grossière. C'est une fraude caractérisée. Nous allons bloquer tout risque juridique et protéger votre patrimoine. » Ces mots « protéger votre patrimoine » m'ont donné l'impression de respirer pour la première fois depuis des mois. Maître Pereiro m'a conseillé 3 choses. Faire constater la falsification par une main courante à la gendarmerie. Informer la banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Préparer un nouvel acte notarié stipulant que toute procuration future devait être signée en présence d'un notaire et uniquement de ma main. Je suis sortie avec cette liste écrite sur un papier à en-tête. Je l'ai rangée dans ma pochette grise et, ce jour-là, quelque chose a basculé. J'avais enfin un plan. Le lendemain, j'étais à la gendarmerie. Le jeune officier m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de respect. C'est rare. Les personnes de votre âge qui viennent pour ce genre d'affaires. Ce n'est pas une affaire, c'est ma vie. Il a hoché la tête, pris note, tamponné le document. Je suis sortie avec la preuve de mon dépôt et je l'ai glissé dans ma pochette grise, à la suite des autres. Les semaines suivantes furent celles de la discrétion absolue. J'ai continué à recevoir Marc et Élodie comme si de rien n'était. Je préparais le déjeuner. Je souriais. J'écoutais leurs phrases anodines. Mais chaque mot, chaque regard, je les enregistrais mentalement. Ils pensaient que j'avais cédé. En réalité, je bâtissais. J'ai rouvert un compte bancaire à mon nom seul, dans une autre agence, plus loin, à Codéran. J'y ai transféré, petit à petit, mes liquidités, j'ai fait changer les serrures, prétextant un problème de clé. Et surtout, j'ai demandé à Maître Pereiro de rédiger un nouveau testament. Ce testament, je l'ai voulu clair et simple. Ma maison resterait ma propriété pleine et entière jusqu'à ma mort. À mon décès, elle reviendrait à ma petite-fille Camille, la fille de Claire, celle qui m'écrivait encore, de temps en temps, avec des dessins d'enfants. Ni Marc ni Élodie n'étaient cités, mais la formulation était élégante, irréprochable. Je me souviens du jour où j'ai signé cet acte. L'encre sur le papier m'a paru plus lourde que d'habitude, comme si chaque lettre scellait non seulement un document, mais une délivrance. Maître Pereiro m'a dit, avec un léger sourire,
Vous venez de reprendre le contrôle, madame. Et j'ai répondu, non, maître. Je viens simplement de le remettre à sa place. J'ai ensuite décidé de vendre un petit terrain hérité de mes parents, que Marc croyait déjà à lui. La vente s'est faite en toute discrétion. Les fonds ont été placés sur mon nouveau compte. J'ai ouvert un petit livret au nom de Camille. Pour plus tard. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas les prévenir. Je voulais les laisser croire. Les dimanches reprirent leur apparence habituelle. Élodie continuait de faire des remarques sur mes rideaux ou mon vieux téléphone fixe. Marc évitait les sujets d'argent, trop occupé à ne pas savoir. Et moi, je notais. Toujours dans le même carnet. Un jour, en rangeant mes papiers, j'ai trouvé une photo. Paul dans le jardin, assis sur le banc, un carnet sur les genoux. J'ai repensé à tout ce qu'il m'avait appris sans le dire. La patience, la méthode, la discrétion. Je me suis dit que, d'une certaine façon, c'était lui qui m'avait guidé dans chaque geste. La revanche, je l'avais imaginée autrefois comme un cri. Elle s'était révélée être une écriture, une suite de lignes, de tampons, de signatures vraies. Et chaque preuve que je rangeais dans ma pochette grise était une victoire muette. Je ne savais pas encore quand viendrait la confrontation, mais je sentais qu'elle approchait. Et, pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais plus peur. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « La peur change de camp quand on signe en connaissance de cause ». Je l'ai refermé, doucement, comme on ferme un livre qu'on sait par cœur. La guerre, désormais, se jouerait à ma table, mais avec mes règles. Le piège s'est refermé un jeudi après-midi de juin. Le genre de jour où l'air est lourd, où les fenêtres laissent entrer une chaleur qui semble coller au silence. J'étais assise dans la cuisine, une tasse de thé devant moi, quand le téléphone a sonné. C'était Élodie. Sa voix sonnait faussement légère, un peu essoufflée. « Ta banque nous a appelés. » A-t-elle commencé sans préambule. « Il paraît qu'ils ont bloqué les accès. C'est ridicule. On ne peut plus rien faire pour toi. » Je n'ai pas répondu. Tu as dû faire une erreur, ou mal comprendre quelque chose. Je peux passer cet après-midi? On va régler ça ensemble. Oui, passe donc, ai-je dit calmement. Quand elle est arrivée, elle n'était pas seule. Marc la suivait, les épaules tendues, le visage fermé. Ils ont traversé le salon comme chez eux, et j'ai remarqué que Marc n'avait même pas pris la peine d'enlever ses lunettes de soleil. Ce détail m'a frappé. On se cache toujours derrière une vitre quand on sait qu'on va affronter une vérité. Ils se sont installés en face de moi, à la table. Élodie a posé un dossier. Cette fois encore. J'ai reconnu la même pochette plastique transparente. « Bon, maman », a commencé Marc, d'un ton à la fois ferme et embarrassé. « Il faut qu'on clarifie les choses. On a eu l'impression que tu nous soupçonnais de… » Il a cherché ses mots. « De mal agir ?» ai-je complété. Silence. Élodie a pris le relais. « Tu as déposé une plainte, paraît-il. Tu as contacté un notaire. Tu exagères. Vraiment. Tu te rends compte de ce que ça fait, pour nous ?» Elle jouait la blessée, la victime. Je l'ai laissé parler. Puis, tranquillement, j'ai ouvert ma pochette grise. J'en ai sorti la copie de la procuration falsifiée, le rapport de la banque, la main courante et le courrier de maître Pereiro. Je les ai posés un à un sur la table, sans un mot. Le silence s'est épaissi. Marc a pâli. Élodie a voulu sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Ah, elle balbutiait. « Alors explique-moi, » ai-je dit doucement. Je crois que mon calme les a désarmés plus que la colère ne l'aurait fait. On voulait juste anticiper, pour toi, a-t-elle murmuré, en imitant ma signature, en transférant mes économies, en mentant à la banque. Ma voix était basse, mais chaque mot tombait net. Ce n'est pas une erreur administrative, Élodie, c'est un faux. Et un faux, c'est un délit. Marc a posé les mains sur la table. « Maman, tu ne vas pas aller jusque-là. » « Jusqu'où ? Jusqu'à défendre mon nom, mon travail, ma maison ?» Il a baissé les yeux.
Je n'ai pas crié. Je ne voulais pas humilier. Je voulais qu'ils entendent. Alors j'ai sorti le dernier papier, celui du notaire, signé et tamponné, mon Nouveau Testament. Je l'ai posé devant eux. Ce que vous avez essayé de voler, j'en ai disposé autrement. La maison, les comptes, tout est sous contrôle. J'ai même transféré le terrain de Bègle. Vous ne pouvez plus rien. Élodie a blêmi. Ce n'est pas possible. Si, c'est fait. Chez Maître Pereiro, j'ai ajouté, en la regardant droit dans les yeux, j'ai choisi la loi, pas la vengeance. Un long silence a suivi. J'entendais au loin le carillon de Saint-Michel. La lumière traversait les rideaux, découpant leur visage en deux, la honte d'un côté, la colère de l'autre. Marc s'est levé brutalement. Tout ça pour de l'argent. Tu crois que j'en ai besoin? Non, ai-je répondu. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu avais besoin de contrôle. Et c'est fini. Il a tourné la tête vers Élodie, qui s'est levée à son tour, tremblante. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. Peut-être. Mais je dormirai tranquille. Ils ont quitté la maison sans un mot de plus. Je suis restée là, seule à la table. La pièce sentait la menthe du thé froid et le papier ancien. Je me suis souvenue du jour où Paul et moi avions signé notre premier acte d'achat, 40 ans plus tôt. Ce même geste, cette même encre, mais un tout autre sens. À l'époque, c'était pour construire. Aujourd'hui, c'était pour défendre. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement rangé les papiers, un à un, dans la pochette grise. Puis, j'ai noté dans mon carnet vert. Le 14 juin, ils sont venus. J'ai tout montré. Je n'ai rien crié. Le silence a fait le travail. Quand la nuit est tombée, je me suis assise sur le banc du jardin. La glycine embaumait encore. J'ai regardé les étoiles se lever au-dessus du toit, et j'ai murmuré pour moi seule. Paul, j'ai tenu parole. J'ai signé pour comprendre, pas pour simplifier. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont eu la lourdeur des lendemains d'orage. Le calme n'était pas un apaisement, c'était une suspension, une attente. Je savais qu'il n'en resterait pas là. 3 jours plus tard, Marc a appelé. Sa voix, d'habitude posée, était étranglée de colère. « Tu es allée trop loin, maman. Tu crois que c'est malin de te dresser contre ta propre famille? » Élodie pleure tous les soirs. Les innocents pleurent souvent avant les coupables. Ai-je simplement répondu. Un silence, puis la coupure. Je n'ai plus jamais entendu sa voix depuis ce jour-là. Leur silence, ensuite, fut absolu. Plus de visites, plus de nouvelles. Même les voisins ont remarqué. On ne voit plus votre fils, tout va bien? Je répondais. Oui, il est très pris. Mentir pour sauver la dignité d'autrui devient une habitude, à un certain âge. Mais ce silence, cette fois, n'était pas une blessure, c'était une libération, car tout autour, la vérité commençait à se propager. La banque m'avait confirmé la clôture définitive de la fausse procuration. Le notaire, lui, avait envoyé une lettre recommandée à Élodie et à Marc, leur signifiant officiellement la nullité de tout pouvoir sur mes biens. Je savais qu'il l'avait reçue. Un matin, j'ai vu Élodie sur le trottoir d'en face. Elle marchait vite, les épaules rentrées. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux. Pour la première fois, j'ai senti qu'elle avait peur. Pas de moi, de ce que je savais. Puis, la rumeur s'est étendue dans leur entourage. Le frère d'Élodie, avocat fiscaliste, a voulu intervenir. Il a appelé Maître Pereiro. Le notaire lui a répondu avec une froideur polie. Les documents sont authentiques, signés, datés, enregistrés. Votre sœur ferait mieux de se taire avant qu'on ne parle de faux et usage de faux. J'ai appris cette phrase par le notaire lui-même, qui me l'a répétée avec un léger sourire. Je crois que ce fut ma première victoire morale. Pendant ce temps, Claire, ma fille, m'a appelée depuis Paris. Elle avait appris toute l'affaire par un ami commun. Sa voix tremblait d'émotion. « Maman, je n'ai rien su. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu aurais voulu me défendre, et je ne voulais pas te salir dans leur guerre. » Elle a pleuré, et moi aussi.
Nous avons parlé longtemps, comme autrefois, avant les malentendus. Elle m'a promis de venir. Et un dimanche de juillet, elle est arrivée avec Camille, ma petite fille, qui courait dans le jardin, en criant « Mamie, elle sent le lilas, ta maison ». J'ai souri. C'était la première fois depuis des années qu'on riait ici. Les voisins, eux, murmuraient. Certains disaient que j'avais désavoué mon fils. D'autres me félicitaient à demi-mot. Vous avez eu raison, vous savez. Faut se protéger, à notre âge. Chacun y projetait sa propre peur, sa propre histoire. Je les écoutais sans répondre. Mais à l'intérieur de la famille, tout s'effondra. Marc perdit un contrat important. Leur appartement fut mis en vente. J'ai appris par hasard qu'ils avaient accumulé des dettes. Je n'ai rien souhaité de tout cela. Je n'ai jamais cru à la vengeance divine. Je crois seulement aux équilibres. Et parfois, la vérité se charge d'elle-même de rétablir la balance. Un matin, j'ai reçu un courrier. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée dans ma boîte. À l'intérieur, un mot bref, écrit de la main de Marc. « Je ne te comprends pas, mais je t'en veux de m'avoir exclu. » Je l'ai relu plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Il voulait une justification, je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Car expliquer, c'est encore se placer en dessous. J'avais déjà tout dit. Sans un cri, sans une lettre, le reste ne m'appartenait plus. J'ai brûlé le papier dans l'évier, doucement, en regardant la flamme lécher les lettres. Puis j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé la fumée sortir. Elle s'est mêlée à la brise tiède qui venait des quais. Ce soir-là, j'ai dîné seule, une soupe claire, une tranche de pain, et pour la première fois, j'ai goûté à une solitude douce, une solitude choisie. J'ai allumé une bougie sur la table, par habitude, comme si Paul allait revenir s'asseoir. Je lui ai murmuré « Tu vois, mon amour, le mal finit toujours par s'épuiser lui-même. » J'avais retrouvé la paix, pas celle qu'on mendie, celle qu'on reconquiert. Et le lendemain, j'ai pris une décision qui allait tout sceller. Vendre la maison, pas par fuite, non, par renaissance. J'ai vendu la maison à la fin de l'été, pas dans la précipitation, dans la clarté. Je savais que c'était le bon moment. J'avais tenu ma promesse. Je m'étais défendue. J'avais rétabli les comptes du passé. Il ne restait plus qu'à me délier des murs, de cette coquille où tout s'était joué. La signature chez le notaire fut simple. J'étais assise à la même table que celle où Paul et moi avions signé l'achat, 43 ans plus tôt. Cette fois, il n'y avait ni champagne, ni photo souvenir. Seulement un léger sourire de maître Pereiro et une phrase qui me toucha. « Vous fermez un cercle, madame, et vous en ouvrez un autre. » Je suis sortie dans la lumière blanche de septembre avec une sensation étrange, comme si j'avais déposé un fardeau invisible. J'ai pris un train pour le bassin d'Arcachon. J'y avais repéré, grâce à une annonce, un petit appartement à Andernos, 2 pièces, un balcon sur les pins, la mer à 10 minutes à pied. Le prix était raisonnable. Et surtout, c'était à mon nom seul. Le premier matin, là-bas, j'ai ouvert les volets. L'air sentait la résine et le sel. Les mouettes criaient au-dessus des toits. Je me suis fait un café. Je l'ai bu lentement, sans hâte, en écoutant les bruits du monde sans moi. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais personne. J'ai recommencé à marcher, chaque jour, jusqu'à la jetée. Je m'asseyais sur un banc en bois, celui du bout, là où le vent gifle un peu le visage. Je regardais les bateaux, les couples, les enfants, les vieux qui, comme moi, cherchaient l'équilibre entre le souvenir et la mer. Je respirais enfin. Peu à peu, j'ai refait connaissance avec la liberté, celle de ne pas justifier ses dépenses, celle d'acheter un bouquet de fleurs sans penser à la vie de quelqu'un, celle de lire un roman jusqu'à minuit, sans qu'on dise « tu fatigues tes yeux ». Je recevais parfois des lettres de Claire et des dessins de Camille. Elle m'appelait « Mamie du vent ». Parce que, disait-elle, mes lettres sentent la mer. Un dimanche, elles sont venues me voir. Camille a couru sur la plage, les cheveux au vent. Je l'ai regardé rire et j'ai compris que tout ce que j'avais protégé n'était pas une maison, ni un conte,
mais la possibilité de transmettre autre chose qu'une peur. Je n'ai plus revu Marc. Parfois, en rentrant de promenade, j'avais envie de lui écrire. Puis je me souvenais de ses silences, de ses mots dictés par d'autres, de sa lâcheté tendre, et je me disais, chacun choisit la famille qu'il protège, celle du sang ou celle de la mémoire. Un soir, en rangeant mes papiers, je suis tombée sur ma pochette grise. Je l'ai ouverte, relue, toutes les preuves, tous les tampons, toutes les dates, autant de cicatrices administratives. J'ai hésité à les jeter, puis je les ai replacées bien droites, dans un tiroir. Je me suis dit, ce n'est pas une vengeance, c'est un héritage d'ordre. La vie ici est simple. Je fais mon marché le mercredi, je prends le bus pour le centre, je bois parfois un café à la terrasse du port. Les commerçants me connaissent. Ils m'appellent Madame Clairette, à cause du vin que j'achète toujours le même. J'écris un peu, aussi. Je remplis un nouveau carnet bleu cette fois. Il ne parle plus de peur ni de conte, mais de lumière, de marée, de petits gestes. Un soir de novembre, alors que la pluie frappait le balcon, j'ai relu tout ce que j'avais écrit depuis un an. J'ai eu le vertige. Tout ce qui avait failli me détruire m'avait, au fond, reconstruite. Je me suis regardée dans la vitre. Mon visage portait ses rides comme des preuves. Et dans ce reflet, j'ai vu la femme que j'étais devenue. Ni victime, ni héroïne, juste une femme debout, qui a appris à dire non, sans hausser la voix. J'ai souri, j'ai refermé le carnet, et j'ai écrit, sur la première page de la suivante, Andernos, novembre. Nouvelle vie. Aucun regret, sauf celui d'avoir attendu si longtemps pour me choisir. Ce matin-là, la lumière traversait les rideaux comme une eau claire. Le vent portait l'odeur des pins et du sel. Dans la petite cuisine d'Andernos, la bouilloire sifflait doucement. Et sur la table, mon carnet bleu était ouvert à la dernière page. Je me suis assise, lentement, comme on s'assoit face à soi-même. J'ai relu mes mots, mes preuves, mes dates, mes colères calmées. Tout cela formait une trajectoire pas celle d'une vengeance, mais d'une renaissance. Je ne suis plus la femme qu'ils appelaient fatiguée. Je ne suis plus celle qui cédait par amour, ni celle qu'on effaçait sous prétexte d'aider. Je suis devenue ce que j'aurais dû être depuis toujours, la gardienne de ma propre voix. Parfois, la nuit, quand la marée monte, j'entends le clapotis de l'eau contre les pilotis, et je pense à Bordeaux, à la vieille maison, à la table où j'ai refusé de signer. Cette scène revient comme un rêve figé. La nappe blanche, la lampe, le stylo bleu, et ma main qui reste immobile. Je revois les yeux d'Élodie, impatients, son sourire trop large, son parfum qui couvrait le mensonge. Et je me revois, calme, lucide, posant simplement la phrase. Je n'ai rien signé. Cette phrase, je la porte comme un talisman. Elle m'a sauvée. Elle m'a rendue à moi-même. Je ne leur en veux plus. Leur avidité a été leur punition. La honte, le silence, l'isolement, tout cela finit par peser plus lourd que mes refus. Je ne les ai pas. Je ne les attends pas non plus. Je leur laisse la vie qu'ils se sont construite, pleine de bruit, de contrôle et d'absence. Moi, j'ai choisi la lenteur. Chaque jour, je marche jusqu'au port. Je m'assieds au bout de la jetée. Je regarde les enfants pêcher. Parfois, une vieille femme s'assied à côté de moi. On ne se parle pas. On partage juste le même silence. Un silence qui apaise au lieu de ronger. Camille vient souvent les week-ends. Elle court vers moi, m'appelle Mamie du vent. Je lui apprends à reconnaître les coquillages, à lire le nom des bateaux, à tenir son carnet comme une promesse. Je veux qu'elle sache très tôt ce que j'ai appris trop tard. Qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendu, qu'on n'a pas besoin de signer pour exister, et qu'il y a une dignité dans le refus tranquille. Un soir, j'ai ouvert la fenêtre. La mer respirait fort. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit les derniers mots de mon carnet. Il m'a fallu 70 ans pour comprendre que la force n'est pas dans la voix qu'on élève, mais dans la main qu'on retient. J'ai tout perdu de ce qu'il convoitait,
Mais j'ai gardé ce qu'ils ne comprendront jamais. La paix. J'ai refermé le carnet. J'ai soufflé la bougie. Dans la pièce, le silence s'est installé, dense et doux. Je l'ai laissé m'envahir comme une marée lente, une marée juste, et j'ai murmuré, en regardant la mer au loin, le silence peut aussi être une forme de justice.